Thomas Flichy de La Neuville. Quand on parle de guerre et de conflit, on s'aperçoit ou on pensait qu'avant c'était uniquement un problème de frontières et de territoire. Là, on a l'impression que c'est aussi des problèmes d'énergie. Est-ce qu'il y a des fondamentaux dans une... Quand on parle de guerre et de conflit, on s'aperçoit ou on pensait qu'avant c'était uniquement un problème de frontières et de territoire. Là, on a l'impression que c'est aussi des problèmes d'énergie. Est-ce qu'il y a des fondamentaux dans des conflits, dans le développement de conflits ou de guerres ? Alors, la clé énergétique permet d'expliquer nombre de conflits. Le doublon énergétique du monde, et c'est quand même le golfe Persique et la mer Caspienne, lorsqu'on regarde la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'il y a à la fois une seconde offensive de l'Allemagne vers les puits de pétrole de Bakou, et Hitler déclare « si nous ne prenons pas Bakou, nous avons perdu la guerre », tandis que Rommel, au sud, essaye de se diriger vers le golfe Persique, avec un Iran qui grouille d'agents allemands. Donc cette tension entre l'Allemagne et les réservoirs d'hydrocarbures, si on la transpose un demi-siècle plus tard, lorsque l'usine du monde s'est déplacée de l'Allemagne vers l'Inde et la Chine, on la retrouve par la route de la soie au nord et au sud, vers les mêmes réserves d'hydrocarbures. Donc oui, les hydrocarbures, c'est une clé d'explication de la géopolitique. Maintenant, il y a d'autres facteurs. La nouvelle source de profit, ce sont nos données, ce sont finalement nos goûts. Et ça, c'est une révolution, c'est quelque chose que l'humanité n'avait jamais connu jusqu'à présent. Et ces goûts sont une source en fait de profit pour ceux qui les exploitent. L'autre donnée plus géographique, ça a longtemps été l'accès à la mer. Il y a plein de pays qui se sont battus pied à pied pour gagner quelques kilomètres, pour avoir un bout de port, je pense pas, la Slovénie, qui a voulu avoir à côté de Trieste un peu d'eau. L'accès à la mer, le port, c'était évidemment le commerce, mais c'est aussi la possibilité de se projeter. Alors effectivement, les gens de mer sont des gens à part qui vivent dans leur bulle marine, tournés vers l'océan, sans se préoccuper trop des problématiques terrestres. Ils forment finalement un groupe autonome qui a sa vision. Les États ont naturellement, jusqu'à présent, eu besoin de se projeter sur les mers, et toute la puissance de l'Angleterre, de la Hollande, était une puissance navale, c'est-à-dire assurer la liberté des mers pour leur permettre des échanges et de profiter des échanges maritimes de longue portée. Face à eux, des empires n'ont pas joué la mer. C'est le cas de la Russie, de Pierre le Grand, qui entame un voyage en Hollande, en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, pour découvrir ce qu'est une marine de guerre. Ce Pierre le Grand qui ouvre une fenêtre sur la mer à Saint-Pétersbourg, et plus tard une autre à Odessa. La Chine, non plus, très longtemps, ne s'est pas préoccupée de la mer. Ce qui l'obsède, ce sont les barbares qui viennent du nord, et pour se protéger de ces barbares, elle construit la Grande Muraille. Les Chinois font des bateaux depuis très longtemps. On considère qu'au XVIe siècle, ils ont déjà des bateaux très importants. Ils ont des expéditions maritimes. Mais la Chine n'a pas besoin du reste du monde, même si elle découvre sans doute l'Amérique avant Christophe Colomb. Elle n'a pas besoin de ces liaisons transocéaniques. En fait, elle est tellement importante. Elle est liée aussi au monde sinisé qui lui apporte un tribut. Et finalement, cette économie chinoise se suffit à elle-même. Donc la Chine investit tardivement sur la mer. Quant à la Perse, quant à l'Iran contemporain, il a été bloqué par les Russes au nord et les Anglais au sud, d'un point de vue maritime. Donc on voit bien que cette alliance Chine-Iran-Russie a un véritable déficit maritime. Et pourtant, aujourd'hui, où justement, on voit que dans le conflit en Ukraine, la Crimée, Odessa ont été des points de tension très vite. Il fallait récupérer ces endroits-là. Alors, pour comprendre le conflit ukrainien, il faut peut-être faire une comparaison. L'Ukraine et la Russie fonctionnent comme des jumeaux, avec un héritage très proche. Et lorsque les Occidentaux ont voulu affaiblir le tsar de Russie, ils ont joué finalement cette région de l'Empire russe qui est l'Ukraine, qui connaît
un renouveau régional à la fin du XIXe siècle, tout comme la Provence ou la Bretagne. Ils ont joué cette région d'Ukraine contre l'Empire russe. C'est le cas de Napoléon, qui crée un État fantoche en Ukraine, un État cosaque qui s'appelle la Napoléonide contre le tsar. C'est le cas des Allemands dans les années 30 qui veulent instrumentaliser l'Ukraine contre la Russie. Et c'est le cas des États-Unis contemporains. Donc il y a une véritable continuité en Occident dans ces puissances qui jouent l'Ukraine contre la Russie. Quant à l'accès à la mer, il est important pour les Occidentaux, et toute la politique française au XIXe siècle est de maintenir ouverte cette mer Noire afin que le grenier à blé de l'Ukraine reste ouvert aux flottes françaises et britanniques. C'est donc le blé ukrainien qui est la clé de ce port d'Odessa qui, visiblement, je n'y suis jamais allé, mais qui est très intéressant parce que très riche, avec plein de cultures et de populations qui se croisent. Oui, alors, c'est une clé. L'Ukraine fournit la moitié du blé d'Athènes sous l'Antiquité. Ce sont les Scythes qui fournissent ce blé. Et vous avez raison, ce qui caractérise les fenêtres sur la mer qui ont été créées par la Russie, à la fois à Saint-Pétersbourg et Odessa, qu'on peut regarder en miroir, c'est la diversité culturelle. Car les Russes les ont colonisés à la fin du XVIIIe siècle, et ils n'avaient pas assez de Russes pour peupler ces régions. Ils ont fait appel à des Allemands, à des Serbes, à des Juifs, à des populations extrêmement variées qui sont plus ou moins mélangées les unes avec les autres. Et donc Odessa comme Saint-Pétersbourg sont des fenêtres sur la mer, mais sont aussi des fenêtres libérales. Ce sont les poumons libéraux de la Russie. Et c'est ce qui est très intéressant dans ces régions. L'accès à la mer, c'est aussi quelque chose d'important, ou en tout cas la progression dans la mer, c'est quelque chose d'important parce que ça permet d'augmenter ses frontières. Alors en France, on connaît bien ça, puisqu'on a les terres australes, par exemple, qui nous permettent d'avoir des frontières très très loin de notre métropole. Mais on a les Chinois qui créent eux-mêmes carrément des îles, aujourd'hui, artificielles, pour dire nos frontières viennent d'augmenter parce que nous avons une île à nous. Donc c'est quand même toujours un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La Chine s'est retournée vers la mer, faisant à la fois progresser sa marine de guerre et de commerce. En témoignent les tensions avec Taïwan, naturellement. Donc c'est un véritable sujet géopolitique. Et donc aujourd'hui, on voit que les Américains et les Chinois se mesurent au nombre de bateaux produits. Sachant que les Chinois produisent beaucoup parce qu'ils ont de nombreux moyens. Et donc l'idée, c'est quelle marine de guerre sera la plus forte. Donc on revient là aussi à des choses un peu anciennes. On revient à des choses anciennes, mais dans le duel entre les puissances, les États-Unis ont raison d'investir sur la mer, car pour une nation déclinante d'un point de vue démographique, et qui se maintient grâce à ses avancées technologiques, la mer est le seul espace où on a besoin de peu d'hommes, mais en revanche d'une grande complexité technologique. Et c'est sur ce point-là que les États-Unis comptent surclasser les Chinois, même s'ils n'ont pas forcément la puissance industrielle pour faire autant de navires qu'eux. Là, aujourd'hui, de ce que vous connaissez, la marine chinoise est toujours inférieure à la marine américaine, en tout cas. Oui, les Chinois ont rénové d'anciens porte-avions russes, mais l'école navale chinoise aujourd'hui fait un vrai tour du monde, donc ce qui donne aussi une vue globale aux élèves officiers chinois. Ils refont la Jeanne. Ils refont la Jeanne d'Arc. Sauf que la Jeanne d'Arc ne fait pas toujours le tour entier du monde. Ce sera le cas l'année prochaine. Mais c'est désormais toujours le cas pour les Chinois. Il y a aussi la Méditerranée orientale. Et là aussi, les Turcs sont venus marquer des points de territoire. Donc on est bien sur une vraie problématique sur les mers et sur le pouvoir lié à la mer. Alors, en Méditerranée orientale, c'est effectivement le pouvoir de la mer, mais c'est aussi celui des réserves gazières, car la Méditerranée orientale est truffée de gisements gaziers au large du Liban, d'Israël, de l'Égypte, de Chypre. Et il y a une opposition entre une alliance Grèce, Italie, pour que les tubes puissent approvisionner l'Europe grâce à une perfusion gazière par le sud, en miroir de la perfusion gazière américaine par la Poméranie polonaise. Et puis la velléité de la Turquie d'étendre ses eaux jusqu'à celle de la Libye,
Misrata étant une cité peuplée de métis de Turcs depuis le XVIIIe siècle, afin de mettre en échec cette politique conjointe israélo-gréco-italienne. Alors vous êtes en train de commencer à dire que ça se passe aussi sous la mer. Oui. Parce que sous la mer, il y a des tuyaux, il y a des gazoducs, il y a des voies maritimes. Effectivement, ça se passe aussi sous la mer et cette Méditerranée orientale, l'exploitation de ces gisements devient d'autant plus stratégique que la déconnexion gazière a été effectuée entre la Russie et l'Allemagne. Oui, enfin, en plus, on l'a vu avec Nord Stream, hein, c'est-à-dire que ça passait dans les mers plutôt au nord, et celles-ci ont été donc victimes d'attentats, on ne sait pas qui encore, mais l'idée c'est qu'il y a du monde qui s'énerve sous les eaux, il y a des sous-marins, On peut imaginer que les tensions navales, en tout cas sous-marines, sont à leur comble, effectivement, un petit peu partout entre les Russes et les Américains, et les Européens. Quels sont les points maritimes qui seront tendus dans les prochaines années ? On a vu autour, alors toujours pareil avec l'énergie, mais autour de la banquise. Est-ce qu'il va y avoir des sujets comme ça où ça va tenter de prendre des parts ? Effectivement, il y a plusieurs zones qui sont concernées. Il y a l'Arctique, puisque le réchauffement climatique fait reculer la banquise et permet aujourd'hui beaucoup plus facilement pour des brise-glaces chinois ou turcs de relier Amsterdam et le Japon, avec une économie de kilomètres qui est importante. Donc il y a une concurrence au sein du nouvel empire mongol entre la marine chinoise et russe pour cette voie d'eau. Donc là, ça va aussi générer des tensions. On peut imaginer que la Russie, la décongélation des terres russes du Nord va permettre l'émergence de nouvelles cités, de nouvelles villes russes sur la façade septentrionale. Donc, côté Sibérie. Côté Sibérie. Où personne n'aime bien vivre, hein, quand même, là, pour l'instant. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore le cas, mais le réchauffement est quand même assez rapide. La Méditerranée orientale, vous l'avez noté, va être aussi source de tensions. Et puis, naturellement, le détroit de Taïwan, où on a cette opposition entre une île qui a connu plusieurs vagues de colonisation qu'on oublie un petit peu, européenne, chinoise, japonaise, entre 1885 et 1945, puis chinoise, à cette île qui s'est un petit peu séparée du continent chinois, donc des tensions sûrement très vives dans cette partie du monde. Ce qu'il y a d'intéressant dans les trois exemples que vous venez de nous donner, c'est qu'il y en a un, c'est pour faire du commerce, c'est un problème de route commerciale qui va s'ouvrir parce que la glace va fondre. Un deuxième, c'est l'accès à de l'énergie parce que l'énergie, le gaz est rare. Et la troisième, parce que c'est sans doute un point stratégique entre deux mondes. Point stratégique entre deux mondes, et aussi, il faut noter que Taïwan est l'une des clés majeures de la numérisation du monde, puisque c'est cette île qui produit le plus de semi-conducteurs au monde. Les États-Unis en sont bien conscients, puisqu'ils ont lancé un plan, tout comme les Européens, pour pouvoir produire leurs propres semi-conducteurs, technologie très avancée et difficile, alors même que Taïwan peut sembler être menacé. Oui, nous avons Taïwan, nous avons la Corée du Sud pour les batteries. Et effectivement, tout ce qui sera le futur de la numérisation est très centré dans cette zone du monde-là. Effectivement, avec une frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui ne date pas de l'après-guerre. Lorsqu'on regarde les cartes anciennes de la Corée, on voit que la Corée du Nord était très longtemps une marche militaire de la Chine. Et vous ne parlez pas de la marine française, mais est-ce que la marine française est aujourd'hui joue son rôle ? Alors, pour ceux qui s'intéressent à la marine de guerre, on a eu des bateaux qui ont été flashés par les Chinois parce qu'on va un peu marquer le territoire, nous aussi, avec nos bateaux. Est-ce que la marine française a toujours de la puissance, a toujours une existence ? Oui, elle a toujours de la puissance, toujours une existence. Elle est assez reconnue, en tout cas pour ses qualités techniques de navigation et aussi ses qualités militaires. Pour avoir eu la chance d'embarquer en mai dernier sur le porte-hélicoptère Mistral, j'ai pu le jauger et être au contact de cette marine qui a aussi une vision géopolitique sur le monde avec un regard très particulier et très intéressant. Alors justement, on se positionne entre les Chinois et les Américains. Est-ce qu'on va de toute façon être obligé de choisir les Américains si un jour ça monte en tension ? La géopolitique est quelque chose qu'on peut simplifier à grandes lignes, comme je l'ai fait au début, et en même temps,
dans l'émergence des neutres opportunistes, il y a un gradient qui fait que tout État est rangé dans un camp. Donc nous sommes historiquement liés aux États-Unis et en même temps, nous devons dialoguer, échanger avec aussi des opposants géopolitiques. La politique étrangère ne se laisse pas facilement décrypter. Louis XV avait un ministre des Affaires étrangères et il jouait tout seul, avec des agents, une diplomatie secrète qui s'opposait à celle de son propre ministre. Vous êtes en train de me dire que ça se passe aussi aujourd'hui ? On a toujours intérêt à avoir une ligne officielle et une ligne officieuse, et ce sont finalement ces réglages entre la ligne officielle et officieuse qui permettent de se dégager des marges de manœuvre géopolitiques. Est-ce que, pour revenir à notre sujet sur la marine, est-ce que la marine est justement une arme qui permet justement ces relations internationales en se projetant, en allant visiter les autres pays? C'est aussi une de ses forces. C'est la différence avec l'armée de terre, par exemple. C'est une arme très importante. Peut-être que c'est justement l'arme que n'a pas joué l'Iran en développement nucléaire, alors que ça aurait été l'arme qui lui aurait permis de se dégager d'un point de vue géopolitique des puissances concurrentes. Mais c'est une arme qui est technique et qui demande une certaine persévérance dans la durée. Et en France, à part sous le règne de Louis XVI et de Napoléon III, nous avons eu une politique navale en pointillé et qui n'a pas permis à la France de prendre historiquement toute la place qui lui était due sous ce rapport. Merci beaucoup Thomas Flichy de La Neuville. Merci pour toutes ces informations sur l'histoire, la marine, les océans, qui font l'état de notre monde d'aujourd'hui et de demain. Merci.